Et là, est-ce que vous m'entendez? C'est bien, ça fait du suspense. Ah, ça y est, là ça marche, super. Je ne touche plus à rien. Donc, Cassandre, professeure de chez Vocation, CRPE depuis pas mal d'années maintenant. Je suis jury du CRPE également dans les différents oraux. Et je tiens à vous préciser tout de suite que il y a eu une erreur dans la communication faite sur ce live. Et moi, je ne vais pas traiter des écrits, mais je vais vous projeter dans l'oral avec des exemples précis d'attente du jury pour réussir votre oral. Donc, je suis vraiment navrée de cette erreur de communication. Mais écoutez, ne partez pas parce que ça va être très concret. On va parler de ce que le jury attend d'un candidat d'une manière générale aux oraux. Donc voilà, je partage du coup mon écran. Hop. Et je vais commencer à défiler donc j'espère que vous voyez mon diaporama. Donc, comme je vous le disais, on est sur réussir l'oral et vraiment, on va être en lien. Moi, pour travailler cette présentation, j'ai téléchargé tous les rapports de jury que vous pouvez trouver sur Internet. C'est vraiment, il faut le savoir, ça, c'est en libre accès de 2025 et même et pour certaines académies de 2024 parce qu'ils n'avaient pas publié les rapports. Donc, j'ai téléchargé vraiment tout ce que je pouvais avoir de toutes les académies. J'ai fait un melting pot des principales recommandations des jurys sur l'oral, ce qui me permet de revenir vers vous avec des conseils. Alors, mes objectifs, c'est que vous repartiez de ce live en ayant vraiment compris les attentes du jury, en ayant du coup repéré les principales erreurs que vous devez éviter et pour éviter ces erreurs, repartir avec des conseils concrets pour réussir ces oraux. Je n'aborderai pas les contenus didactiques des différentes épreuves, mais vraiment, je resterai sur des conseils généraux qui peuvent vous servir sur les oraux d'une manière générale. Voilà. Alors, le sommaire, du coup, un rapide rappel des épreuves pour se remettre les idées au clair des différents oraux qui s'offrent à vous pour les différents concours, les conseils généraux dont je vous parlais et des conseils spécifiques issus des retours de jury suite à ma recherche. Alors, rappel des épreuves de l'oral. Vous le savez maintenant, il y a deux concours, enfin il y en a plus, mais en tout cas qui s'adressent à deux types de publics, soit niveau master, soit niveau bac plus 3. Celui qui existait précédemment, c'était le bac plus 5, le niveau master, avec d'ailleurs, j'en ai oublié un. Oui, non, c'est ça. Une épreuve d'entretien et une épreuve de leçon. Et dans l'épreuve de leçon, il y a une épreuve de leçon en français, une épreuve de leçon en mathématiques. Alors que niveau bac plus 3, c'est toujours pareil, deux épreuves, mais cette fois, vous avez une épreuve de français ou de mathématiques à proposer. Donc, déjà, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de Vocation CRPE parce que j'ai fait à plusieurs reprises des vidéos, des cours gratuits sur le stress, gérer son stress avec des conseils très concrets au niveau de la respiration, au niveau de la posture lors de vos oraux en termes de physique, d'avoir les pieds ancrés, etc. Donc vraiment, je vous conseille d'y retourner. Si vous sentez monter une montée de stress avant les oraux, transformez ce stress en de l'action. Le stress, j'en ai parlé dans ces vidéos-là, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui est même bénéfique puisque ça génère au niveau des cerveaux un certain nombre d'actions qui fait que vous êtes finalement plus performant, puisque je vous rappelle que le stress est censé est censé vous
une action du cerveau pour vous prévenir d'un danger. Donc finalement, il vous rend plus alerte, plus à l'écoute et c'est donc plutôt bien. Par contre, évidemment, il ne faut pas se laisser submerger par le stress et donc c'est voilà, si vous sentez, si vous savez que vous êtes plutôt quelqu'un qui vous laisse laisser submerger, je vous invite à aller regarder cette vidéo que vous devriez retrouver sur YouTube. Si vous ne la retrouvez pas, n'hésitez pas, hein, vous avez nos contacts par mail et par téléphone là en bas de cet écran. Donc, c'est vraiment pas votre ennemi, mais c'est important vraiment voilà, d'avoir ça en tête et de savoir que c'est quand même, ça peut être un ami à partir du moment où vous développez quelques techniques pour le maîtriser. Donc, comme conseil, ne cherchez pas à le supprimer, ce stress, cherchez à le canaliser par une structure de réponse stable et par l'entraînement à voix haute. Donc ça, c'est important également. Quand vous révisez, je vous invite à toujours le faire quand vous révisez les oraux à l'oral, pas dans votre tête, pas à l'écrit. Parce que voilà, vous pouvez tout à fait vous préparer des questions, par exemple, des questions écrites sur des petites feuilles que vous mélangez et hop, vous retournez les cartes et vous vous entraînez, mais à l'oral, pas dans votre tête. Parce que là, vous vous mettez vraiment en condition de parler à voix haute et votre langage va être très important. On va en reparler. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que chez Vocation CRPE, si vous n'êtes pas inscrit à notre préparation ou si vous vous posez la question pour l'année prochaine, il faut vraiment savoir que nous, on propose une préparation très clé en main avec évidemment des préparations à l'écrit, mais également des préparations à l'oral avec des préparations pour la motivation, des entraînements, vraiment comme si vous y étiez avec des retours de formateurs qui sont jury également, donc qui sont au plus près des attentes du jury. Donc voilà, ça c'est vraiment un plus, c'est nos préparations aussi à l'oral en condition. Je continue. Donc le jury, il n'attend pas une candidate. Alors vous m'excuserez, je vais utiliser le féminin. N'attend pas une candidate parfaite. Vraiment, les rapports de jury montrent que le problème, c'est pas toujours l'erreur en elle-même. Ce qui vous pénalise très souvent, c'est votre incapacité à justifier, à réfléchir, à ajuster ou à reconnaître une limite. Donc, d'une manière générale, sur n'importe lequel de vos oraux, si un jury vous pose une question, ça peut vouloir dire plein de choses. Alors oui, ça peut vouloir dire que vous avez fait une erreur dans votre proposition. Eh bien, c'est pas grave. Tout comme on peut faire des erreurs en classe et que le formateur ou l'inspecteur vient vous voir, il vous en parle, il va pas vous renvoyer quand vous serez professeur des écoles. Et là, pour une candidate, on va pas vous exclure tout de suite du CRPE parce que vous avez fait une erreur. Par contre, on va attendre de voir en face de nous quelqu'un qui est capable d'entendre la question, peut-être de demander au jury de la reformuler et de réexpliquer. Alors attention sur le mot justifier, je veux vraiment être très très claire. Il ne faut pas que vous entendiez ce terme comme si vous deviez rester sur votre idée et essayer de justifier vraiment envers et contre tout pourquoi vous pensez que vous avez raison. Ce qu'on attend vraiment, c'est des professionnels très ouverts d'esprit. Si le jury vous pose une question, c'est certainement alors peut-être pas que vous avez fait une erreur, mais peut-être qu'il attend une précision supplémentaire, qu'il a envie de vous emmener vers quelque chose qu'il affectionne particulièrement, parce que chaque jury a ses petits dadas. Il y en a qui vont avoir envie de parler de différenciation, il y en a qui vont avoir envie de parler de l'égalité filles-garçons dans n'importe quel sujet. Enfin, voilà. Et il faut rester ouvert. Il ne faut pas vous sentir coupable. Il ne faut pas vous sentir agressé parce qu'on vous pose une question. C'est vrai que vous pouvez être face à un jury qui physiquement a une posture un peu sur la réserve ou qui n'a pas l'air très sympa. Ne restez pas focus là-dessus. Vous avez plusieurs jurys, il faut regarder les deux personnes tout le temps, essayer de regarder les deux personnes, même celle qui fait peut-être pas une tête sympa. Il faut vous dire que le jury, c'est des gens humains et que peut-être c'est le dernier jour des oraux, ils sont fatigués et puis voilà, ou alors ils sont disputés avec le conjoint la veille. Bref, ne le prenez pas pour vous. Dites-vous que vous aussi, vous n'êtes pas tout le temps au top de votre forme et vraiment passer au-delà.
Donc vraiment, n'hésitez pas à faire reformuler la question. Est-ce que si je comprends bien, vous me demandez si, alors laissez-moi réfléchir un instant, parce que vous pouvez réfléchir, et puis voilà, vous essayez d'argumenter un petit peu, et puis plutôt que de vous embourber, si jamais vous sentez que vous ne trouvez pas de réponse appropriée, ou on le sent parfois qu'on s'embourbe, même moi, dans un live, là, tout à l'heure, j'ai senti que je m'embourbais parce que, pour tout vous dire, je regardais un message que Calypso, qui m'accompagne aujourd'hui, que j'ai oublié de vous présenter, pardon. Elle me disait qu'on m'entendait bien et du coup, je me suis emmêlé les pinceaux et hop, j'ai arrêté d'être embourbée et je me suis reprise en main. Et peut-être qu'on peut aussi dire au jury, bah, écoutez, là, j'ai bien compris que vous vouliez m'amener à vous proposer une autre solution, une autre idée, mais je suis désolée, est-ce que je peux vous demander de passer à une autre question? Parce que vraiment, là, je sens que je me mélange un peu les pinceaux avec le stress, et si vous voulez bien me poser une autre question. Avec le sourire, voilà, comme si vous étiez face, pour montrer que vous êtes une professionnelle, vous avez déjà passé des entretiens d'embauche, c'est un peu le but, là, c'est un entretien d'embauche. On sait bien que vous savez pas tout. On a envie de voir quelqu'un de pro et d'adulte, en fait. C'est ça, vraiment l'idée. Et bien sûr que vous n'accumuliez pas les erreurs notionnelles et didactiques, ça c'est sûr. Et ça, c'est tout l'objet et l'importance de la préparation que nous, on peut donner chez Vocation. Donc, mieux vaut une réponse nuancée, structurée, évolutive, qu'une réponse rigide ou récitée. Et je peux vous assurer qu'on les voit. Hein. Et peut-être que vous ne vous rendez pas compte euh, de comment vous êtes. Alors, entraînez-vous devant un miroir. Je vous assure qu'on sent des fois les candidats qui se bloquent, qui se renferment. Et c'est peut-être pas parce que c'est des gens rigides dans la vie, c'est peut-être parce que justement il y a le stress. Mais nous, du coup, on a des choix à faire. Et malheureusement, quelqu'un qui a l'air rigide, c'est vraiment quelque chose qui peut vous exclure des résultats positifs parce que on veut vraiment amener des professionnels en classe qui sont capables de dialoguer avec un formateur ou un inspecteur et faire évoluer leurs pratiques. Et donc, essayez de formuler des réponses claires qui rassurent le jury. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que sous stress, bah, un peu, comme je vous disais tout à l'heure, on s'embourbe un peu et du coup, bah, c'est pas évident parce que notre parole, elle est un peu désorganisée. Et ce qui est important, c'est de montrer que vous structurez vos propos, que vous avez un langage clair et que le jury puisse vous comprendre. Donc, dans ces cas-là, bah, n'hésitez pas peut-être à faire une pause. Excusez-moi, je me rends compte que mes idées se sont mélangées un petit peu. Vous avez le droit d'avoir un stylo, une feuille. Je vais renoter rapidement deux, trois idées. Et ça va prendre 30 secondes, peut-être même moins, 10 secondes, 15 secondes, et pour que vous puissiez repartir sur des propos clairs et structurés. Donc, dans l'idée, vous pouvez vous mettre en tête de répondre en trois temps. Ce que je fais ou ce que je compte mettre en œuvre si c'est ma classe. Pourquoi je le fais? La raison pour laquelle, sur quoi je m'appuie? Parce que tel chercheur, parce que une formatrice m'a accompagnée, m'a proposé, parce que j'ai lu dans tel manuel des préconisations. Voilà pourquoi, le pourquoi. Et comment je le mets en œuvre dans la classe. Donc concrètement dans la classe. Et ça, c'est une bonne structure à garder en tête. Comment feriez-vous dans cette leçon de mathématiques pour mettre en œuvre de la différenciation? Bah, ce que je ferais, c'est de mettre en œuvre, de mettre ma séance en proposant des ateliers différenciés, en regroupant des niveaux de manière homogène. Pourquoi? Parce que dans certaines méthodes, il est conseillé sur certaines entrées didactiques de proposer des différenciations vraiment adaptées au niveau. Et de quelle manière je vais le mettre en œuvre? Bah, concrètement, dans ma classe, j'aurais organisé trois groupes de niveaux différents, avec des tels et tels outils différenciés, avec davantage de jetons pour certains ou un exemple pour d'autres. Et voilà. Et là, on est dans le concret. Donc, on garde en tête ce que je fais. Donc là, on dit ce qu'on fait, ce qu'on a écrit sur son document de préparation, pourquoi on le fait, sur quoi on se repose,
parce qu'il faut vraiment éviter le «moi je pense que». En fait, quand on démarre, on n'a rien à penser parce que c'est comme si on était vierge de savoir. Quand vous vous êtes lancé dans ce concours, vous n'aviez que des idées finalement préconçues de votre vie, de votre vécu en classe. Donc, il faut vraiment sortir de tout ça et lire les préconisations. Le mieux, c'est sur Eduscol. Donc, il faut vraiment dire le pourquoi, c'est pas moi, je pense que c'est. Si on ne sait pas trop, si on se rappelle plus trop, on peut tout à fait dire écoutez, je me rappelle plus exactement qui préconise cela, mais je sais que je l'ai lu dans un document sur Eduscol qu'on qu'on préconise d'utiliser des outils, des sujets de la vie réelle des enfants pour leur faire produire des écrits, par exemple. Et comment je vais le mettre en œuvre avec une dictée à l'adulte, etc. Et voilà. Donc, on garde ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le mets en œuvre. Le niveau de langue compte dans toutes les épreuves. Et ça, c'est vraiment un critère qui peut vous exclure, je vous le dis vraiment. C'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup, que ce soit d'ailleurs à l'écrit et à l'oral. Donc, on ne veut pas d'enseignants qui ont des tics de langage, des mauvais tics de langage. Vous voyez que si vous dites ou je pense que, enfin non, on m'a dit qu'on disait pas je pense que, mais ensuite, enfin, c'est pas ça, mais c'est plutôt des, des tics de langage qui montreraient que vous avez un mauvais niveau de langue. Donc, je vous conseille de vous enregistrer au maximum et de vous écouter. Vous pouvez aussi jouer avec l'IA, l'intelligence artificielle, si vous savez le faire. Vous lui demandez de vous préparer des questions, des questions sur un sujet, sur une épreuve, de vous les envoyer au fur et à mesure et de le faire à l'oral. Vous avez la possibilité d'échanger à l'oral et vous spécifiez bien à l'IA qu'elle doit être dans un rôle de jury du CRPE dans telle matière et qu'elle devra vous faire un retour sur vos réponses, sur le contenu, mais aussi sur la forme. Ça, c'est une bonne idée pour s'entraîner. Si vous êtes tout seul, c'est de le faire en mode oral avec une IA. Donc, évidemment, il faut au maximum, vous voyez, j'ai dit faux. Ça, c'est une petite erreur. Il faut, voilà, on met un pronom. Faire des phrases complètes, éviter un langage familier, choisir un vocabulaire précis et professionnel. Et vous voyez, la raison pour laquelle je vous dis de vous entraîner avec une IA, ou avec quelqu'un qui connaît le niveau d'exigence, eh bien c'est parce que moi je me suis déjà retrouvée face à des professionnels sur le terrain, donc bon ça va, elles ont eu concours quand même, ou au moment de passer les oraux, qui utilisaient des termes inappropriés. Alors là comme ça, j'ai plus de termes qui me viennent. Peut-être le mot truc ou le mot, enfin, je me rappelle vraiment d'une fois où ça m'avait choquée. Et en fait, la personne ne savait pas, ne se rendait pas compte que c'était un propos inapproprié, un langage trop familier. Vous voyez, vous pouvez vraiment spécifier à l'IA de vous préciser si vous utilisez un langage suffisamment élevé. Il faut toujours penser aux élèves réels. Alors voilà, pour celles et ceux qui ont des enfants, c'est un peu plus simple parce que, vous avez l'habitude de faire faire les devoirs peut-être, à vos enfants. Mais attention, vos enfants ne sont pas comme tous les autres enfants d'une classe. Mais dans l'idée, c'est d'avoir, conscience qu'une classe, c'est très hétérogène. Il y a différents niveaux, il y a des bavards, il y a des enfants qui ont besoin de bouger. Donc voilà, si vous proposez des leçons ou des exemples de séances qui sont très transmissives, où les élèves ne travaillent jamais en groupe, où la parole est surtout dominée par le maître, où il n'y a pas d'échange. Voilà, ça, on va vous dire, mais ça, dans la vraie vie, très rapidement, vous allez perdre le contrôle de votre classe parce que nos élèves, maintenant, en 2026, ils sont confrontés aux écrans, leurs parents leur font faire souvent plein de choses, ils sont en curieux, ou alors ils ont une vie très compliquée et à la maison, c'est difficile. De ce fait, quand ils vont en classe, c'est un échappatoire. Donc,
Si vous leur proposez des leçons ou des choses très inintéressantes et peu motivantes, bah, vous allez perdre les élèves et ils risquent de mettre le bazar dans la classe. Donc, dans l'idée, c'est vraiment d'ancrer vos leçons systématiquement, vos réponses dans une situation de classe concrète. Voilà, ce qu'on préconise par exemple, c'est de dire, dès le départ que votre classe se compose, d'un ni de d'élèves de tant d'élèves, avec un niveau hétérogène parce qu'évidemment, bah, voilà, vous pourriez tout à fait, imaginer que vous avez si vous dominez bien votre sujet, 3 élèves qui ont des difficultés de lecture, ce qui fait que vous pourriez avoir anticipé une différenciation bien spécifique et ça, vous pourriez le spécifier dès le départ. Enfin, voilà. Essayez d'ancrer au maximum. Pour cela, moi aussi, parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas d'enfants, n'ont que leur idée de quand ils étaient élèves eux-mêmes, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est de créer un compte sur Canopé ou on peut aussi le faire sur BSD. Donc, c'est une banque de ressources didactiques ouverte à tous. Il faut juste créer un compte et là, vous avez accès à plein de vidéos de classe. Alors certaines sont un peu âgées, ont un peu vécu, mais en tout cas, on voit des vrais élèves interagir avec les maîtres, interagir avec leurs pairs, et ça vous donne une idée de comment ça se passe dans la classe. Alors, j'en arrive à la fin de ces conseils un peu généraux. Une astuce vraiment à garder en tête, c'est que à l'oral, vraiment, le jury ne cherche pas seulement à vérifier ce que vous savez, il cherche à voir comment vous pensez, comment vous parlez et comment vous vous projetez dans le métier. Ça, c'est vraiment important. Voilà, je fais une petite pause pour boire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais maintenant que je vous ai donné quelques billes quand même pour avoir une idée. Ah, il y a une question, me dit Calypso, sur l'épreuve de langue vivante. Fallait-il choisir la langue au moment de l'inscription Cyclade ou le jour de l'épreuve? Il me semble que c'est au moment, c'est sur Cyclade. Il me semble, mais j'ai un petit doute. À mon avis, ça doit être quand même en amont. Calypso, si tu sais la réponse à cette question, si tu peux la chercher. Et peut-être que c'est spécifique à chaque académie, donc voilà, je vous invite à vérifier au niveau de votre académie. Donc voilà, maintenant que je vous ai donné voilà, des conseils un peu généraux, on va rentrer vraiment sur les rapports des jurys avec voilà, des erreurs un peu types que j'ai repérées qui revenaient régulièrement dans les rapports de jury auxquels vous avez accès, je vous le rappelle. Donc, on va lire ces problématiques et puis je vous demanderai, à votre avis, quel est le conseil que je vous donnerai pour éviter voilà, comment on pourrait reformuler cette recommandation, cette problématique soulevée par un jury sous forme de conseil. Alors, à Lyon, on nous dit, donc on parle du langage. Le langage de l'enseignant doit être mobilisant pour les élèves, modélisant pour les élèves. Orléans-Tours, la maîtrise de la langue demeure le socle de la crédibilité. Alors, à votre avis, quel peut être le conseil que je vais vous afficher? Je compte encore jusqu'à 5 et puis on va afficher le conseil. Vous pourrez voir un petit peu si vous avez les idées juste soit en tête, soit dans le chat. Hein. Il y a pas de... Vous pouvez, tiens, comme je ne vous entends pas, vous pouvez très bien vous entraîner et répondre à haute voix. Comme ça vous entraîne à parler à haute voix. Comme je vous le disais, c'est vraiment fondamental pour utiliser le langage oral pour répondre en essayant d'avoir un langage modélisant. Donc, n'hésitez pas à parler tout seul ou toute seule dans l'endroit où vous écoutez ce live. Donc, écoutez, le conseil que je vous apporterai ici, c'est de plutôt proposer des phrases
complète avec un vocabulaire précis, une articulation claire. Oh, j'ai du mal moi-même. Par exemple, du coup, ils font l'exercice, mais ça c'est vraiment du coup, ça c'est des choses qu'on retrouve souvent, moi-même je le dis souvent. Donc on va préférer les élèves réalisent l'activité afin de, ou les élèves réalisent l'exercice pour, mais on essaye le du coup. Du coup, typiquement, c'est une faute de langage. Donc voilà, essayez de repérer, de vous enregistrer, de travailler avec l'IA pour repérer vos tics de langage et essayer d'avoir un vocabulaire modélisant. Vos phrases doivent être complètes, le vocabulaire précis. Alors là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment très important de ce qui va jouer en votre faveur, que ce soit à l'écrit d'ailleurs et à l'oral, c'est le jury a envie d'entendre certains mots. Il a envie d'entendre parler de différenciation. Il a envie de parler, il veut parler, il veut entendre le mot euh, construction du nombre, explicitation. Voilà, il y a vraiment des mots-clés, remédiation, voilà, toutes sortes de mots qu'on retrouve dans les manuels, dans les outils de préparation. Alors c'est vrai que nous, chez Vocation CRPE, on va vous les marteler. Les professeurs n'ont de cesse que de vous les rappeler, d'insister sur les bons termes. Quand on vous fait passer les oraux blancs, eh bien, on vous reprend et on vous dit le lexique qui était approprié à ce moment-là. Donc moi, le conseil que je pourrais vous dire, c'est quand vous repérez des termes qui reviennent, de vous faire une petite fiche. Ou alors, vous pouvez aussi travailler avec l'IA en lui demandant des termes. Alors nous, chez Vocation CRPE, on a une IA qu'on a développée et à chaque fois Calypso me rappelle son nom, Alexia, je crois. Voilà, vous pouvez tout à fait travailler avec l'IA pour vous faire une liste de mots que vous transformeriez en petits quiz. Il y a une IA qui est fort utile pour cela. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Notebook LM, Notebook LM. On peut s'inscrire gratuitement. Et donc là, vous pouvez lui téléverser des documents. Vous créez un projet, ça s'appelle. Dans ce projet-là, vous lui téléversez des documents. Donc, par exemple, vous pourriez intituler un projet didactique de la production d'écrit au cycle 1. Vous lui téléchargez les programmes et un certain nombre de documents d'application et vous lui demandez d'extraire les mots récurrents, les mots autour de la didactique qui ressortent ou de la pédagogie. Et à partir de là, vous pouvez lui demander de vous créer des fiches, de vous créer des quiz. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable, cette IA. Adeline, merci Calypso. Je crois que je ne sais pas comment je peux faire pour m'en souvenir. Je ne veux pas l'appeler Adeline. Alors, une autre chose importante, c'est ce qui ressort beaucoup des rapports de jury, c'est le fait que les candidats ne comprennent pas suffisamment les notions mathématiques avec précision. Par exemple, un candidat qui ne sait pas faire la différence entre un périmètre et une aire. Confusion. Là, c'est vraiment les propos que j'ai extraits tels quels des rapports des jurys. Hein. Une confusion entre le chiffre et le nombre. Tiens, demandez-vous là, comme ça, si je vous dis quelle est la différence entre un chiffre et un nombre, est-ce que vous seriez capable d'exprimer une réponse claire et complète? Des méconnaissances didactiques profondes. Donc là, à votre avis, quel est le conseil qu'on va vous donner? Bon, c'est assez facile. Hein. Alors, le nom de l'IA, c'est Notebook, Notebook LM. Et Adeline pour la nôtre. Elle est vraiment incroyable, hein, cette IA. Elle peut vous générer des quiz, des fiches de révision, des vidéos, des podcasts. Et là, c'est absolument incroyable. Vous pouvez lui demander le ton que les présentateurs du podcast utilisent. Et donc, vous avez deux personnes qui discutent sans jamais. Ce qui est intéressant, en fait, il n'y a pas de problème d'hallucination parce les hallucinations sur les IA, c'est qu'on peut vous faire une réponse qui a l'air tout à fait réelle et en fait qui est complètement fausse.
Notebook LM ne va utiliser, je n'ai pas d'action chez Notebook LM, ne va utiliser que les documents que vous lui avez téléversés. Donc, il ne peut pas faire d'erreur et aller chercher des informations sur le net qui seraient fausses. Donc, il peut vous créer des podcasts. Donc, pour les personnes qui aiment apprendre à l'oral, moi, je sais que j'adore écouter des podcasts. Bien, si je devais passer un concours maintenant, je pense que je mettrais une partie des cours dans l'application et que je lui demanderais de me créer un podcast parce que ça me permettrait, quand je fais mon sport ou autre, d'écouter les notions à l'oral. Il vous propose aussi des infographies pour les personnes qui sont visuelles. Après, attention, bémol, j'ai déjà plusieurs fois parlé de l'IA parce que c'est un petit peu ma tasse de thé dans ces lives. Il ne doit pas vous remplacer parce que finalement, si vous mettez avec quelqu'un pour vous créer des quiz à deux, par exemple, chez Vocation CRPE, on développe vraiment le partenariat entre les élèves. Il y a un canal sur lequel ils peuvent discuter, échanger. Et il y a des amitiés qui se créent, des amitiés qui peuvent perdurer d'ailleurs, ou des personnes qui se repèrent sur une même académie, ou même pas sur une même académie, et qui décident de réviser ensemble. Donc moi, ce que je propose, plutôt que de passer par l'IA, c'est de se dire, bah, tiens, toi, tu prends telle notion, moi, je prends telle notion, et je crée des questions. Donc ça va vous faire réviser, et vous posez les questions à l'autre. Vous pouvez aussi mettre vos questions sur l'IA, il va créer un petit quiz interactif un peu plus sympa plutôt que de les poser à l'oral. Voilà, donc le conseil pour les notions mathématiques, parce que je me suis un petit peu égarée, c'est de comprendre en profondeur pour expliquer et anticiper les erreurs des élèves. Par exemple, de distinguer l'aire et le périmètre avec une situation concrète. On va, dans les manuels pour réviser, vous allez... Alors ça, c'est très important, c'est bien que j'en parle. Les erreurs types des élèves, ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez connaître. Je sais que nos professeurs reviennent en permanence là-dessus. Et ça ancre c'est en lien avec le conseil que je vous disais précédemment sur le fait d'ancrer dans la réalité de nos élèves. Il est important pour chaque notion de français, de mathématiques ou de PS ou autre, de connaître les erreurs types, les erreurs récurrentes, les difficultés qu'on rencontre le plus souvent sur ce type de notion. Vous n'avez pas à en attendre 50 000, mais une ou deux les plus essentielles. Donc justement, de confondre l'aire et le périmètre, et donc de quel outil, quelle remédiation on pourrait mettre en œuvre, par exemple, de comprendre qu'avec le périmètre, on va plutôt travailler avec une coque pour qu'ils se rendent compte que c'est le tour, alors que l'aire, on va travailler avec des formes planes pour comprendre qu'il s'agit d'un espace qu'on remplit. Voilà. Une autre erreur, alors là, ça revient beaucoup. Moi-même, c'est quelque chose que je rencontre même sur le terrain. La différence entre le fait d'enseigner et le fait de faire une activité. Il faut absolument essayer, au moins pour le concours, de ne plus utiliser le mot faire. Le mot faire est un mot qui englobe plein de choses. Nous, on veut des mots précis, on veut un langage précis. Donc, réaliser un exercice plutôt que de faire un exercice, construire un cercle plutôt que faire un cercle, encoder un mot plutôt que faire écrire un mot. Enfin, voilà, et on revient, c'est la boucle encore sur le lexique approprié dont vous devez vous emparer lors de cette présentation. Donc là, vous voyez, à Amiens, on nous dit des activités qui relèvent davantage de l'animation que de l'enseignement. Ça, c'est très récurrent quand même, notamment dans le fait de partager sa classe en différents groupes, et on va donner des coloriages à un des groupes. Bon, non, là, on n'est pas à la garderie. On essaye de proposer des activités qui soient structurantes, qui permettent soit de découvrir une notion, et ça va être le groupe avec vous, soit si vous avez des groupes en autonomie, il faut leur proposer des activités qui permettent de réinvestir les séances précédentes avec des activités qu'ils ont préalablement réalisées avec vous. Les propositions, donc à Bordeaux, ne permettent pas une évolution des apprentissages. Donc là, clairement, c'est
quand on vous demande de produire une séquence, ou même d'ailleurs si on ne vous demande pas de produire une séquence. Moi, je vous invite toujours à anticiper cette question et à avoir votre séance, à avoir inscrit votre séance dans une séquence de 4 ou 5 séances, c'est-à-dire d'avoir une idée précise de la continuité, de l'évolution des objectifs d'apprentissage. Vous voulez faire écrire une phrase, comment vous allez vous y prendre, quelles sont les étapes essentielles pour cela. Donc là, le conseil que on va vous donner, c'est donc de ne pas faire une séance de jeu ou attention au mot atelier, c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent. Il faut vraiment vous rendre compte que quand vous créez des groupes dans votre classe, que ce soit en élémentaire ou en maternelle, parce qu'on parle sans arrêt de groupe en maternelle, et puis on se dit que quand ils arrivent en CP, ils doivent être tous rangés en rang d'oignons et tout doit se faire en frontal avec vous. Pas du tout. Il y a vraiment des choses qui existent maintenant. Renseignez-vous avec la classe flexible, la classe du dehors. Les élèves, ils bougent. Ils doivent continuer après la maternelle à avoir l'habitude de travailler en autonomie. Donc, évitez le mot atelier, atelier autonome, etc. parce que finalement, ça donne l'idée d'une activité occupationnelle, d'un jeu qui n'a pas un intérêt d'apprentissage. On doit vraiment comprendre que tous vos élèves sont en train d'apprendre quelque chose. Pas apprendre quelque chose tout seul de nouveau, parce que ça, ils ont besoin de vous, mais ils sont peut-être en train de s'entraîner sur une notion qu'ils ont vue préalablement. Et là, donc, ils sont en train d'apprendre encore mieux, ils consolident grâce à une activité que vous leur proposez en ce sens dans leur groupe de travail. Donc voilà, essayez d'éviter ce mot atelier qui peut déplaire parfois. Donc, on est sur, par exemple, apprendre à comparer des quantités jusqu'à 10 et pas faire. Je vais leur donner un jeu où ils vont comparer des quantités. Non. Et ça, vous savez, ça s'appuie sur ce qu'on appelle l'enseignement explicite, de plutôt le côté goût à goût, SEB. En fait, quand les enseignants utilisent des termes peu clairs ou reviennent tout le temps avec des mots tels que le jeu, etc., bah, les enfants, quand ils rentrent chez eux, les parents leur demandent qu'est-ce que vous avez fait à l'école? J'ai joué. Surtout ça en maternelle. Et c'est très important que les enfants soient en compréhension totale de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc si ça, quand vous allez présenter vos séances, il faudra le dire. En début de séance, je vais verbaliser auprès des élèves, et ce, dès la petite section, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils sont en train d'apprendre grâce à telle ou telle activité. Vous le redirez au moment du retour sur activité dans le coin regroupement avec des productions des élèves. Voilà, à travers cette activité, voilà ce que vous avez appris. Voilà, c'est vraiment important d'utiliser les bons termes pour montrer que vous êtes dans l'apprentissage et pas dans l'activité. Être ancré dans le réel de la classe, j'en parlais tout à l'heure, là je rentre plus spécifiquement dans des retours de jury, par exemple à Limoges, le rôle de l'enseignant se cantonne à une circulation dans les rangs. Donc ça, vraiment, on le voit hein, des fois, enfin on l'entend, des enseignants enfin des candidats, et puis on les voit en classe parfois, hélas, des candidats qui donnent une séance de production d'écrit et puis qui restent à leur bureau et qui demandent aux élèves de se déplacer et de venir à leur bureau pour corriger. Ben non, en fait, on corrige soit avec les élèves, d'une certaine manière. La correction, c'est quelque chose de très important. Je vous conseille vraiment de vous documenter sur les différents types de corrections possibles, et ce, surtout au cycle 2, au cycle 3, parce que vraiment, c'est casse-pied à mourir, ces séances où on passe du temps à tout corriger. Non, ça n'a pas d'intérêt. On va aller plutôt corriger des erreurs récurrentes, justement. On va mettre l'accent sur quelque chose qui a posé problème à un certain groupe d'élèves. Et donc voilà, il faut que le maître, il serve vraiment à quelque chose dans la classe en permanence et pas seulement à corriger ou à passer dans les rangs avec sa dictée. Donc ça, c'est vraiment important. À Nice, on nous disait aussi incapacité à adapter la réponse au niveau proposé. Donc,
Parfois, en effet, dans le jury, on va vous demander: «Très bien, mais et si cette séance, je vous demandais de la faire plutôt qu'en petite section, en moyenne section ou en grande section?» Donc là, il faut être en capacité, et c'est un peu difficile pour vous, hein, de remodeler votre réponse pour qu'elle soit plus adaptée. Donc, n'hésitez pas à décrire des actions concrètes, d'expliquer. Vous allez dire au jury que vous expliquez, que vous guidez, vous relancez les élèves, vous différenciez. Je reformule la consigne et propose une aide graduée, ou je fais reformuler la consigne par des élèves. Ce qui peut être très intéressant également, et ça on le retrouve dans l'enseignement explicite, c'est de dire au jury et de dire à vos élèves: «Voilà à quoi devrait ressembler votre exercice, une fois terminé pour qu'il soit réussi», avec un exemple concret. En fait, très souvent, on a une fausse idée de l'enseignement issue de sa propre expérience de classe et malheureusement, on rencontre peut-être un petit peu trop d'enseignants qui n'ont pas la bonne pédagogie malheureusement. Et vous voyez ces moments où, on donne une série d'exercices sur le cahier, à nos élèves et voilà et puis après on corrige. Or, l'idée de donner un exercice à nos élèves ou l'idée de faire une dictée à nos élèves, c'est qu'ils la réussissent. Donc qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'enseignant pour mettre tout en œuvre pour qu'ils réussissent cet exercice en termes d'exemple au départ, en termes d'aide dans la classe? Réellement, on veut qu'ils réussissent. J'ai parfois l'impression quand je vais dans certaines classes que les élèves sont évalués en permanence. On évalue vraiment à la fin d'une séquence ou à la fin d'une période et donc là, oui, on les met en situation et encore, dans l'évaluation qu'on va proposer, je retrouve souvent des évaluations qui sont assez différentes de ce qui a été proposé dans la classe. Mais pourquoi? On veut les évaluer, on veut qu'ils réussissent, donc on va leur donner des exercices qui ressemblent en termes d'énoncés, en termes de, sujets, en termes de mise en forme, qui ressemblent aux exercices et aux activités que vous leur avez données en classe. Ça, c'est vraiment très important, parce qu'on ne veut pas les piéger. On ne veut pas, qu'ils se disent: «Mais mince, j'ai pas travaillé ça moi, dans la classe». N'hésitez pas, hein, si vous avez, des questions, je serai, très heureuse d'y répondre. On vous demande bien sûr de la réflexivité et de l'adaptation. On voyait par exemple en Normandie, j'ai trouvé, que c'était important que les candidats soient en capacité à entrer dans le débat. À Bordeaux, ça se répond un peu, des difficultés à faire évoluer les propositions malgré les relances. Alors, c'est ce qu'on évoquait au début de ce live, cette idée de rigidité, cette idée de, je reste ancrée dans ma proposition ou je prends mal, si je l'ai vous voyez, même si par exemple, vous êtes, inscrit chez Vocation CRPE, un professeur vous a dit de faire d'une certaine manière. Eh bien, si vous sentez que le jury n'est pas d'accord avec cette proposition, ça ne veut pas dire que le professeur chez Vocation CRPE s'est trompé, pas du tout. En fait, en didactique ou en pédagogie, eh bien, on a de nombreuses propositions pour faire passer les apprentissages. Alors bien sûr, il y a celles qui sont plus ou moins euh, j'allais dire à la mode, mais ça me plaît pas comme terme, mais qui sont essentielles à connaître parce qu'elles sont issues des nouvelles recherches, notamment en neurosciences, dans la façon d'apprendre de nos élèves. Donc là, il y a plus de débat, mais sur le type d'exercice, sur le type de modalité de travail. Si vous avez mis vos élèves en groupe de 4, bah, peut-être que le jury, et qu'on vous a plutôt proposé ça dans votre préparation, peut-être que le jury va vous emmener à vous amener à réfléchir à autre chose et on s'ouvre. Ça ne veut pas dire que vous aviez tort, hein, on s'ouvre. Donc ce que le jury attend, il attend de nuancer votre capacité à compléter, à modifier votre réponse. Par exemple, dans ce cas, je pourrais ajuster ma séance en. Dans ce cas, si je comprends bien, ce que je pourrais faire évoluer dans ma séance, ce serait, et là, on est content.
Et même si vous n'arrivez pas, parce que je vous assure qu'il y a des jurys qui ont des idées bien précises dans leur tête et ils vont vous reposer plusieurs fois la même question. Mais rappelez-vous, il y a toujours 2 jurys. Donc ça m'est déjà arrivé, ou on me l'a peut-être dit aussi, de dire ensuite quand on délibère, qu'on met la note et les commentaires, s'il y en a un qui dit: «Ah oui, mais bon, il m'a pas donné telle réponse que j'attendais». On peut l'autre, c'est pour ça qu'on est 2, dire: «Mais oui, c'est sûr, mais bon, dans sa façon de réfléchir, il a pas donné ton idée que tu attendais, mais il a su quand même entendre et proposer quelque chose de différent, et c'est ça qui va être important». Donc ne repartez pas avec une boule au ventre si vous avez eu l'impression de ne pas apporter la réponse que le jury attendait dans sa tête. Parce que franchement, c'est très rare que pour une question, il y ait une réponse réelle, à part 2+2. Alors, en EPS, quelque chose d'un peu spécifique, il est important d'enseigner, et là on revient tout à l'heure à cette idée de jeu, d'animation, d'activité, et de sécuriser. Alors, vraiment, la sécurité d'abord. Et je vous assure que parfois, pour avoir fait une fois l'oral d'EPS, on peut entendre des propositions où on se dit: «Oh, là, il se rend pas compte à quel point ses élèves seraient en danger». Parce que, à l'oral de PS, on peut vraiment demander, vous pouvez tout à fait demander, enfin proposer au jury, et je le recommande, de préparer un dessin, de votre activité avec là où vous vous positionnez, pour qu'ils se rendent compte que vous avez en tête l'importance d'avoir en regard tous vos élèves, et que vous ne soyez pas, par exemple, derrière un mur pendant que les autres élèves sont ailleurs. Donc, en Normandie, vous voyez, on disait la sécurité des élèves n'est pas identifiée comme prioritaire. Or, c'est vraiment prioritaire. Donc, vraiment, c'est extrêmement important d'avoir le bon nombre d'adultes pour la piscine, par exemple. Alors là, ne me le demandez pas, ça fait trop longtemps que j'ai fait passer cet oral. Mais voilà, c'est vraiment très important d'avoir les idées de sécurité en priorité. C'est ce qu'on va poser dès le départ. Et comme ça, ouf, ça rassure le jury. Vous avez tout de suite cadré la sécurité des élèves. On a compris, c'est un professionnel sur lequel on pourra s'appuyer. Et même dans vos séances d'oral et sur le français ou les mathématiques, n'hésitez pas d'ailleurs à y faire référence. Je prendrai soin d'avoir dans si j'ai mis mes élèves par groupe, à me mettre en situation de pouvoir observer tous mes élèves et de ne pas avoir d'élèves derrière moi. Pour les apprentissages moteurs aussi, à Dijon, on nous disait le besoin de mouvement est minoré. Donc voilà, ça par exemple, typiquement, et ça malheureusement, on le voit vraiment sur le terrain, notamment en maternelle beaucoup. On voit vous proposer des groupes avec plusieurs ateliers différents, avec plusieurs objectifs d'apprentissage ou plusieurs outils différents dans une activité, dans le même objectif, ou différentes modalités. Mais vous mettez vos élèves en groupe et ils font la queue. Et sachez-le, il y a une chose qu'on fait dans la vraie vie quand on est formateur. On choisit un ou deux élèves au hasard durant une séance de PS, et on chronomètre son temps d'activité. Et parfois, sur une séance qui dure 30 minutes, donc on s'arrête, dès que l'élève il s'arrête de bouger, on met pause, on relance dès que l'élève se remet à bouger, juste à bouger, hein. Et parfois, il y a certains élèves qui vont faire 5 minutes de mouvement sur une séance de 30 minutes. Et je vous assure que j'exagère pas, j'ai déjà compté des fois des 1 minute 30 d'activité pour un élève, parce que le maître n'avait pas conscience que l'élève n'a pas arrêté d'attendre dans son groupe. Et puis, en plus, quand l'enseignant sonne la cloche de on change d'atelier, eh bien, l'élève, il n'a pas participé au sien, donc il continue à attendre. Enfin bon, parce qu'il y a des élèves plus timides que d'autres, qui ne vont pas s'imposer, qui ne vont pas aller se mettre devant. Donc vraiment, ça, il faut l'anticiper. On va souvent proposer justement, en ayant eu à cœur de développer l'autonomie de nos élèves, de proposer de tourner de manière autonome dans les activités proposées, et de ne pas nécessairement faire des groupes où on attend beaucoup, ou alors on fait suffisamment de groupes pour qu'ils soient peu nombreux à attendre et qu'ils soient mobilisés d'un point de vue de la mobilité le plus possible. Donc,
Si on avait un conseil à vous donner ici, ça serait de proposer une proposition adaptée en précisant les consignes de sécurité dès le départ, d'ailleurs aux élèves également. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai dit qu'on allait le préciser au jury, mais il faut aussi le faire au niveau des élèves. Et les critères de réussite, ça c'est très important également. Ça, bon, le conseil est un petit peu en décalé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort. On ne parle pas des critères de réussite et ça, il faut vraiment le penser dans toutes les matières. On verbalise, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, les enfants, pour réussir cet exercice, pour réussir cette activité, il faudra avoir touché au moins 2 fois, et ça, c'est votre critère de réussite. Il faudra avoir réussi à trouver au moins 3 verbes, etc. Ça, c'est le critère de réussite qu'on se met sur sa fiche de préparation et qu'on verbalise aux élèves et qu'on verbalise au jury. Comme ça, l'élève, il a conscience qu'il n'est pas juste dans une activité, il sait pas ce qu'il fait, en EPS, il lance un peu n'importe comment. Non, là, il a vraiment le critère de réussite. Et s'il peut être appelé avec une petite pancarte, c'est encore mieux. Alors, connaître le système éducatif, ce vaste système éducatif. Par exemple, à Orléans-Tours, on a remarqué des connaissances insuffisantes sur la laïcité, ou encore en Normandie, la méconnaissance de la chaîne hiérarchique, ou enfin à Lille, le lien avec le référentiel de compétences de professeurs des écoles, qui est méconnu, qui est non repéré. Donc là, vraiment, c'est important, hein, dans la partie connaissance du système éducatif, à maîtriser l'univers que vous voulez rejoindre. Tout comme vous, quand vous allez dans un entretien d'embauche, en tout cas, moi, dans ce que je conseille quand on va à un entretien d'embauche, eh bien, c'est de se renseigner sur l'entreprise dans laquelle on va, savoir qui est à sa tête, qui est le directeur des ressources humaines, etc. Bon, là, ça va être un peu pareil. Je vous invite à connaître le nom du ministre, peut-être même le nom du recteur de votre académie. Voilà, on va s'arrêter là, savoir qu'au niveau des écoles, c'est le directeur, mais ce n'est pas votre supérieur hiérarchique. Votre supérieur hiérarchique, c'est l'IEN de circonscription. Une circonscription, c'est un endroit où il y a un inspecteur et des conseillers pédagogiques qui chapeautent le travail des enseignants, soit d'une ville si elle est grosse, ou de plusieurs villes si elles sont moyennes ou petites. Donc voilà, c'est très important. Et le référentiel, c'est important de le connaître également. Je vous invite vraiment à le télécharger, à consulter le référentiel de compétences de professeurs des écoles, parce que ça verbalise ce qu'on attend de vous en termes de compétences. Et c'est plutôt bien, pas de le mémoriser par cœur, mais d'en avoir un petit peu une idée, parce que vous voyez, par exemple, il y a la compétence de connaître la diversité des élèves. Et donc là, c'est en lien avec votre capacité à différencier. Votre capacité à maîtriser les outils numériques. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes en capacité de montrer lors d'une séance que vous utilisez des outils numériques, c'est plutôt un bon point pour vous. Donc, on maîtrise le rôle de l'enseignant, l'organisation institutionnelle, et c'est vrai que là, j'en ai pas parlé, les valeurs de la République. Donc ça, c'est vraiment important. On les révise, on les connaît. Pour résumer, puisqu'on en arrive à la fin de ce live, ce que le jury, il attend vraiment, si on pouvait résumer, ça serait une posture professionnelle crédible, maîtrisée, adaptée au contexte scolaire, un langage clair, précis, structuré et modélisant pour les élèves. On veut que vous soyez en capacité d'enseigner concrètement avec des objectifs clairs, des actions précises, des idées de différenciation. Et vraiment une réflexivité, c'est-à-dire votre capacité à ajuster, à nuancer, à faire évoluer vos propositions. Bref, le jury ne cherche pas un candidat parfait, parce qu'on pourrait le croire, hein, mais une future enseignante capable d'agir et de réfléchir. Donc vraiment, ça, c'est très important. Vous voyez, j'ai finalement pas tant que ça insisté sur le contenu, mais vraiment sur votre posture et votre capacité à réfléchir et à nuancer vos propos. Vous pouvez tout à fait demander à un jury de vous lancer une perche de plus dans la question. Est-ce que vous pourriez me mettre sur la voie de l'idée que vous avez peut-être en tête? Ça me permettrait de vous apporter une réponse. Oui, n'hésitez pas vraiment. Voilà, alors maintenant, j'en suis à la fin de ce live. N'hésitez pas à me dire. Alors, on me demande qu'est-ce qu'une circonscription? Une circonscription, c'est
un niveau hiérarchique au-dessus des écoles, dans lequel vous retrouvez un inspecteur de circonscription avec les conseillers pédagogiques. Et dans cette circonscription, donc il y a l'inspecteur qui chapeaute les écoles. Donc quand un enseignant d'une ville doit demander une autorisation d'absence, il ne l'envoie pas au rectorat ou à la DSDEN, c'est-à-dire au niveau départemental, mais il va l'envoyer à son IEN, son inspecteur de circonscription. Quand les parents ont un problème avec un enseignant, ils peuvent se référer à cet inspecteur de circonscription. Vous retrouvez toutes ces informations sur Internet, sur des cours en lien avec le système éducatif. Alors, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous le souhaitez. En tout cas, le temps que je fasse passer si j'ai des questions, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. À Calypso, elles sont nombreuses à pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez les contacter par mail ou par téléphone. Vous avez ça, je le rappelle souvent dans certaines vidéos, c'est important de commencer, si vous le passez en 2027, de commencer à réviser tôt. Nous, on propose des préparations qui peuvent commencer vraiment en amont, c'est-à-dire que quand les professeurs, vous allez les rencontrer en septembre, parce que ça commence en septembre, on vous aura ouvert des liens en amont avant d'avoir les cours en live. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On propose des aides pour le paiement, etc. Donc, plus vous y prenez à l'avance, mieux c'est. N'hésitez pas également à scanner ce QR code pour prendre rendez-vous directement. Un rendez-vous n'engage à rien. Vous pourrez poser toutes les questions sur lesquelles vous avez des interrogations. C'est toujours mieux de prendre un rendez-vous plutôt que de rester avec des questions et d'avoir des regrets. Voilà, écoutez, j'en arrive à la fin de ce live. Je vous souhaite une très très bonne soirée et écoutez, je vais arrêter le partage et me mettre en plein écran. Voilà, je vais vous dire très bonne soirée. Merci à tous. Très bonne fin de soirée et bon courage pour ceux qui le passent cette année. Et puis à bientôt peut-être pour les prochains dans nos cours chez Vocation CRPE. Et n'oubliez pas, allez voir notre chaîne YouTube. Vous retrouverez plein d'autres vidéos avec de bons exemples. Merci, bonne soirée. Au revoir.